Philippe Bilger, je crois que vous avez une première question à poser. Monsieur le ministre, je vais poser ma première question de manière un peu brutale. Vous avez évoqué le livre d'Alain Juppé sur l'État fort. Je l'ai trouvé très estimable, mais il n'est pas bouleversant de nouveauté. Non, mais ça n'est pas une critique de ma part. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans le programme d'Alain Juppé, ce qu'il y a de droite et ce qu'il y a du centre. Ce qu'il y a de droite et ce qu'il y a du centre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ce qui est efficace? Ça me plairait mieux Si vous le comme voulez, étiquette. Vous faites tout alors. Voilà, je fais tout. Non, le livre, vous dites qu'il n'est pas bouleversant, ce n'est pas son but. D'une manière générale, ce n'est pas d'ailleurs le but d'Alain Juppé d'être bouleversant. Est-ce qu'on ne pourrait pas se fixer comme règle en France d'avoir des lois qu'on applique, avoir une autorité qui se fait respecter, un pays qui respecte ses propres valeurs? C'est déjà pas mal. Alors c'est peut-être pas bouleversant, mais ça serait bigrement nouveau par rapport à une situation que l'on connaît aujourd'hui. Donc dans ce livre, qui s'agissant de la justice, c'est l'avocat général, ne traite, vous l'avez bien vu, que de la justice pénale. Et pourtant, ça ne doit pas être le seul sujet de préoccupation pour le futur garde des Sceaux. Car nous avons un gros problème de fonctionnement global de la justice, y compris la justice civile, qui est complètement engorgée, avec des dossiers qui sont les dossiers les plus complexes qui sont très mal traités, avec un temps accordé par les tribunaux aux dossiers civils qui est, à mon avis, un temps très insuffisant, si on le compare, par exemple, au fonctionnement de la justice en Allemagne ou même en Espagne ou en Italie. Et donc, il y a dans ce livre un certain nombre de propositions que j'ai rappelées très rapidement tout à l'heure, en particulier dans le domaine de la sécurité. Il faut vraiment un plan d'urgence. Vous l'avez dit, ça a été dit par d'autres, et ce que l'on observe ces jours montre bien qu'il y a besoin d'un plan d'urgence avec des recrutements massifs de policiers, de gendarmes, mais aussi de magistrats et de greffiers. Il faut une simplification des procédures, c'est extraordinairement important. Il faut un certain nombre d'aggravations de peines, je les ai rappelées, je ne vais pas me répéter. Et puis, il faut avoir les moyens d'assurer cette cohérence de la chaîne pénale. Ce qui rend les policiers fous de rage, et je le comprends bien, c'est qu'ils ont le sentiment que eux qui sont au début de la chaîne pénale, ensuite, c'est pas suivi. C'est pas suivi parce que la justice n'arrive pas à faire son boulot, pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, et puis parce que la pénitentiaire est dans une situation absolument catastrophique. Donc si on veut que ça marche, il faut que les trois fonctionnent, et c'est ça ce souci d'efficacité dont je parlais tout à l'heure. Merci, monsieur le porte-parole. Pardon. Philippe Bilger, une deuxième question. Rapidement, allez-y, je vous en prie. Depuis toujours, monsieur le ministre, j'ai été frappé de voir à quel point le corporatisme judiciaire était amplifié par un Conseil supérieur de la magistrature qui considère que le judiciaire est le mieux placé pour juger le judiciaire. Est-ce que vous auriez été hostile à un conseil où le pluralisme politique aurait été représenté et qui aurait peut-être permis à ce conseil d'avoir une vision plus lucide et plus responsable de la réalité judiciaire? C'est une utopie, d'ailleurs. Oh, utopie, je ne sais pas, on devrait pouvoir y arriver. Alors, il y a le Conseil supérieur actuel, il est tout de même à majorité ce qu'on appelle les PQ, c'est-à-dire les personnalités extérieures au monde judiciaire, heureusement. Donc ça, il ne faut pas revenir là-dessus, contrairement à ce que voulaient faire les socialistes. Heureusement, ils n'avaient pas la majorité pour le faire au Congrès, ils n'ont pas pu le faire. Mais il faut maintenir une majorité de non-magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Alors il y a ensuite deux questions qui se posent. C'est est-ce qu'on maintient la présidence des conseils au premier président de la Cour de casse et au procureur général quand il s'agit des parquetiers ou pas? Bon, le Conseil supérieur pourrait aussi être présidé par une personnalité extérieure, de grand renom et de grande indépendance. Ça peut être une piste pour renforcer cette indépendance par rapport au corporatisme. Parce que, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où c'est le Conseil supérieur qui en fait les nominations, puisqu'il donne un avis favorable au ministre? Eh bien, le danger, c'est que les organisations syndicales deviennent les contrôleuses des nominations. Et ça, c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on rentre dans le corporatisme. Donc il faut nettement une majorité de personnalités extérieures à la magistrature, pour que ça ne soit pas le cas. Mais il faut que ce soit vraiment des personnalités, si je puis dire, voilà, on est peut-être un peu dans des choses un peu confidentielles, mais que ce soit des personnalités vraiment extérieures à la magistrature, parce qu'il y a quand même quelques consanguinités
entre certains que je ne citerai pas, des gens qui sont tellement proches du milieu qui finalement, intellectuellement, ils en sont un peu le reflet. Et puis peut-être se poser la question de la présidence. Merci, monsieur le porte-parole. Thibaut de Montbrial, votre question. Merci, bonjour Monsieur Perben. Ma première question c'est la nébuleuse, à propos de la nébuleuse terroriste. On estime aujourd'hui que le nombre de gens qui sont des combattants potentiels islamistes sur le territoire français capables de prendre les armes est, selon les estimations, de 10-15 000, peut-être un peu plus. Bien au-delà, on sait que, et les travaux de l'Institut Montaigne l'ont montré, les gens qui ne sont pas dans une logique de passage à l'acte terroriste, mais qui sont dans une sympathie idéologique avec l'idéologie politique sous-jacente, qui est l'application de la charia, sont très importants en France. 28% des personnes se réclamant de culture ou de religion musulmane, selon les travaux de l'Institut Montaigne, et 50% des 15-25 ans, ce qui, si on fait un peu de mathématiques et qu'on applique le ratio à l'estimation du nombre de musulmans en France que propose le recteur Boubaker de la Grande Mosquée de Paris, c'est-à-dire 7 millions, fait un peu plus de 2 millions de sympathisants. Je rappelle que tous ces gens sont français de nationalité, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part où les envoyer en dehors du territoire français. Et ma question est la suivante. Quand on fait ce constat et quand on connaît l'impact en politique des slogans comme marqueur de l'état d'esprit du candidat, donc du futur du chef de l'État putatif, est-ce que vous pensez vraiment que le concept d'identité heureuse est adapté à la situation ? Ça, je m'étonnais qu'elle ne soit pas venue déjà. Alors, voilà, un slogan, ça se retourne. Il faut quand même qu'on soit bien au clair là-dessus. Et je le dis sérieusement cette fois. Ce n'est pas le constat que fait Alain Juppé sur la société française. On est bien d'accord. Ce qu'il souhaite, c'est que l'identité française redevienne une identité heureuse. Je ne vois pas pourquoi on le lui reproche. Ce serait quand même extraordinaire que la seule chose acceptable pour un leader politique, ce soit de proposer à sa nation, à ses concitoyens, une identité malheureuse. Mais enfin, là, on marche sur la tête. L'objectif d'Alain Juppé, c'est de faire en sorte qu'effectivement, nous reconstruisions un tissu social et un vivre ensemble entre les différentes composantes de la nation française, une identité heureuse, c'est-à-dire une identité partagée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Alain Juppé, il y a une réalité qui est la diversité des origines de la nation française, maintenant, comme hier et comme avant-hier. Qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus difficile, compte tenu de l'immigration massive qu'a connue la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, et compte tenu de la pression démographique qui, si on ne fait rien en Afrique, va continuer à peser sur l'ensemble de l'Europe et pas seulement sur la France. Ce qui veut dire qu'il faudra bien avoir un jour, au niveau européen et au niveau français, une politique digne de ce nom en termes de développement du continent africain. Mais je ferme cette parenthèse. L'identité heureuse, ça veut dire on prend en compte la réalité française telle qu'elle est et on essaye de la rendre compatible avec ce qui fait une nation, c'est-à-dire le partage d'un certain nombre de valeurs. Parce que s'il n'y a pas de valeurs partagées, il n'y a pas de nation. Et donc, bien sûr, il faut renforcer l'État pour qu'il soit, comme ça a toujours été dans l'histoire de notre pays, le vrai porteur, le vrai garant de l'unité nationale. C'est notre histoire française. Et donc, c'est très important que l'État redevienne fort, que l'État redevienne puissant. Mais en même temps, il faut construire ce partage des valeurs au bénéfice de tous, et donc pour reconstruire cette identité heureuse. Alors, à partir de là, c'est très exigeant. Parce que ça veut dire que sur un certain nombre de choses, il est impossible de transiger. Et que ce que propose Alain Juppé, sans doute comme d'autres candidats, peut nous mettre en situation, à certains moments, de grandes, je dirais, de quasi-affrontement, une position très, très d'autorité, une position d'imposer. Souvenons-nous que 1905, ça n'a pas été bisounours. Il y a eu quand même à un certain moment des forces militaires qui dégageaient les monastères. Je ne dis pas pour regretter quelque chose comme cela, mais je veux dire, à un moment donné, la République, elle a effectivement le droit et le devoir d'imposer ses valeurs quand c'est nécessaire, et il faut que ce message soit répété et soit bien compris.
Alors ma deuxième question est beaucoup plus opérationnelle, elle est même extrêmement concrète et c'est une question qu'on me pose partout où je vais en France. Donc je suis le porte-parole d'un certain nombre de gens qui m'interpellent et qui reflètent leur inquiétude. C'est sur la capacité de l'État à sécuriser très concrètement tous les endroits du territoire. On sait que, en dépit de tous les efforts des uns et des autres, un certain nombre d'attentats vont de nouveau se produire. Et le retour d'expérience de tous les attentats qu'on a, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est que le plus on tarde à riposter, le plus de victimes. Autrement dit, en Israël, entre 45 et 90 secondes après le début des attaques, il y a quelqu'un qui est armé et qui intervient, il fait cesser l'attaque. En France, au Bataclan, on a vu qu'il avait fallu l'héroïsme extrême d'un policier qui est rentré tout seul, enfin avec son adjoint, avec son pistolet, pour tuer un des terroristes. Il a fait cesser le massacre au bout de 10 minutes. En 10 minutes, il y a eu 90 morts. Est-ce que vous considérez que le maillage actuel du territoire en termes de capacité de riposte armée est satisfaisant? Ou est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Et pour ne pas faire une question à tiroir, je vous soumets 3 propositions extrêmement concrètes et après je rends le micro, qui sont dans cet esprit. La première, c'est de favoriser le droit au port d'armes hors service, non seulement pour les policiers et les gendarmes, comme on a fini par l'obtenir péniblement ces derniers mois, mais également à toutes les personnes habilitées à porter une arme. Je pense notamment aux douaniers, aux gens de l'Office des eaux et forêts ou à certains cadres militaires. La deuxième idée, c'est de créer, dans des conditions évidemment agréées par l'État, ça fait partie du postulat de base dans la question, une capacité pour certaines sociétés privées de sécurité d'armer leur personnel. Et la troisième proposition, ce serait dans le cadre de la garde nationale qui est en cours de constitution, de créer un corps de volontaires qui soit évidemment là encore agréé et armé et entraîné par l'État, qui soient des gens qui en civil continuent à vaquer à leurs occupations et à leur vie civile, mais tout en étant armés, ce qui permettrait d'augmenter considérablement l'ensemble de ces 3 mesures, permettant d'augmenter considérablement le nombre de gens capables de riposter dans la minute, c'est-à-dire dans les 60 secondes, au sens opérationnel, en cas d'attaque terroriste, dans un lieu public, dans des lieux de transport, dans un centre commercial, dans une gare, pourquoi pas dans un palais de justice, etc. Qu'en pensez-vous ? Il y a beaucoup de questions là derrière. D'abord, sur l'organisation de nos forces d'intervention. Je pense qu'il y a des marges d'amélioration importantes. Et en particulier, sans vouloir rentrer dans des choses trop techniques, je suis convaincu qu'il faut mettre en place, comme les militaires l'ont fait de façon tout à fait remarquable il y a maintenant longtemps, il faut un centre opérationnel pour les forces d'intervention intérieure qui gérerait uniquement en termes d'efficacité, de souci d'efficacité, le choix des moyens à mettre en œuvre, le type d'unité qu'on envoie, etc., etc. Donc ça, c'est un point très important, qui a l'air tout simple comme ça, qui est un petit peu compliqué quand on connaît un petit peu à la fois les structures et les habitudes et les résistances d'un certain nombre de structures administratives ou de structures ministérielles. Mais ça me paraît très important. Et je pense que cela a manqué, sans vouloir rentrer dans des polémiques, dans un certain nombre de cas concrets que vous avez évoqués. Deuxièmement, sur le port d'armes des gens qui ont l'autorisation de le faire pendant leurs heures de service, je ne vois pas pourquoi ils deviendraient dingues en dehors des heures de service sous prétexte qu'ils auraient une arme. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors il faut voir à qui on l'étend, au-delà des policiers et des gendarmes. La seule réserve, c'est d'être tout à fait sûr que les gens sont suffisamment entraînés pour s'en servir. Et là, il y a peut-être beaucoup à dire parce qu'il y a aussi nécessité de s'entraîner. Sur la réserve, moi je pense que dans votre question, il y a peut-être un peu de contradiction. Je veux dire, je ne suis pas sûr que ce soit les forces de réserve qui puissent intervenir dans les 90 secondes, je ne sais plus combien de secondes vous aviez évoqué tout à l'heure. Enfin bon, c'est quand même d'abord et avant tout les professionnels en service, le mieux répartis possible sur le territoire, qui peuvent intervenir, et d'où l'importance bien sûr du renseignement. Mais c'est vrai que la réserve peut soulager les forces d'intervention. Une des raisons du mal-être des policiers aujourd'hui, c'est qu'ils sont crevés. C'est qu'ils n'ont pas eu de vacances de l'été pour beaucoup d'entre eux et qu'ils en ont ras-le-bol parce qu'à un moment donné, la bête ne suit plus. Bon, et donc, de ce point de vue-là, les réserves sont importantes. Vous avez évoqué également la sécurité privée. Je pense que là aussi, nous devons bouger. Nous devons bouger pour 2 raisons. D'abord parce que
les entreprises de sécurité privée peuvent apporter beaucoup en termes d'utilisation des nouvelles technologies. L'État, on le sait bien, les administrations publiques, on le sait bien, ont toujours du mal à évoluer vite et à utiliser rapidement les technologies qui deviennent disponibles grâce au progrès scientifique et technique. Et je pense qu'en particulier en matière de caméras intelligentes, sans vouloir rentrer dans les choses, mais ça compte, caméras intelligentes, les caméras qui vous repèrent grâce à votre regard, etc., ou à votre comportement. Bon, c'est à mon avis avec le secteur privé qu'on peut avancer vite. Et donc là, il faut faire sauter un certain nombre de blocages juridiques que j'ai commencé à regarder pour qu'on puisse travailler davantage avec le secteur privé pour utiliser les nouvelles technologies au bénéfice de la sécurité. Et puis, il y a effectivement le rôle que les sociétés privées peuvent jouer en termes de protection. Et alors là, il y a un vieux principe qui est compliqué, il faut faire du droit aussi de temps en temps, bon, qui est le domaine public. Théoriquement, la sécurité privée ne peut pas intervenir sur le domaine public. Mais là aussi, il faudra trouver, je pense, des solutions intermédiaires pour qu'on puisse utiliser. Il y a autant de gens dans les sociétés de sécurité privée, même un peu plus, que de policiers et de gendarmes en France. Donc vous avez un potentiel de l'ordre de 200 000 individus qui est disponible et qu'on peut utiliser beaucoup mieux. Et donc, dans une période de crise comme celle qu'on connaît, il faut aller aussi vers cette coopération, donc avec les unités traditionnelles mieux coordonnées, avec une réserve davantage mobilisée, mais pour ça, il faut l'entraîner, il faut qu'elle fasse des périodes et il faut qu'elle soit structurée de façon efficace, et enfin, avec les entreprises privées de sécurité. Merci, monsieur le porte-parole. Alors, j'ai une question à vous poser qui sera très brève, mais je pense qu'elle est très importante pour l'Institut pour la justice. Quelle est la place que vous réservez aux victimes dans le programme du candidat d'Alain Juppé? Les victimes, il y a deux choses. Il y a un premier sujet que je connais assez bien pour avoir été le garde des Sceaux qui a introduit la victime dans la procédure pénale dans les années 2002-2005, qui est donc cette place-là. Comment faire en sorte que la victime ait droit à être informée, ait droit à demander éventuellement des actes complémentaires, enfin un dialogue avec le parquet, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. Il n'y a pas de proposition immédiate du candidat sur cette question, mais je veux dire, le débat, c'est un débat... il est candidat à la présidence de la République, Alain Juppé, comme ses collègues, si je puis dire. Bon, on peut bien sûr être le plus détaillé possible, mais ce qui est important, c'est quand même la philosophie générale de la politique de sécurité qu'on veut mettre en place. Et donc, il est important que la victime puisse avoir toute sa place dans la procédure pénale. Et puis, deuxièmement, il y a la victime à indemniser. Et là, sans être spécialiste de ces sujets, je ne le suis pas du tout, mais je pense qu'il y a des améliorations à faire pour que l'indemnisation puisse aller plus vite et qu'elle soit plus complète. Là, je crois qu'il y a deux modifications de texte à faire sur lesquelles il faudra qu'on travaille. Merci. Donc Alain Juppé n'est pas prêt à ouvrir un droit d'appel pour les victimes? Sa pensée personnelle sur la question, je ne la lui ai pas posée. Je vais répondre, Perben va répondre. Je veux dire, moi, je n'y suis pas favorable. Voilà. C'est moi, c'est pas Alain Juppé. Je m'excuse, je ne sais pas toute sa pensée en permanence. Moi, je n'y suis pas favorable parce que je pense que... enfin, soyons clairs. C'est déjà pas mal le bordel, hein, la justice. Hein. C'est un peu le bazar, c'est un peu embouteillé. Moi, je veux bien qu'on en rajoute. Mais alors, il va falloir doubler, tripler le nombre de magistrats et de tribunaux. Je veux dire, vous voyez bien dans quoi on s'engage. Parce que vous avez la victime, vous avez bien sûr son avocat. Aujourd'hui, je suis avocat, donc je ne vais pas dire du mal des avocats, mais ça m'étonnerait que l'avocat d'une victime ne conseille pas à la victime de faire appel. Bon, donc on va avoir un appel systématique après toute décision pénale. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Réfléchissons bien. Enfin, je suis prêt à en débattre avec vous. Bien sûr, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à ce dispositif. Alors je vous remercie de votre sincérité. Sur le point que vous évoquez, qui est celui de l'engorgement des juridictions, il y a eu un groupe de travail qui a été monté il y a quelques années par l'Institut pour la justice, qui est venu démontrer qu'au contraire, les conséquences n'en seraient pas dramatiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dommage parce qu'il semble y avoir un consensus des Français, puisque l'Institut pour la justice avait commandé un sondage en 2013 auprès de l'Institut CSA,
et duquel il ressortait que 93% des Français seraient en faveur de l'ouverture d'un droit d'appel. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier, pour votre sincérité, et je donne la parole à Gilles-William Goldnadel. Oui. Monsieur le ministre, moi aussi je rends hommage à votre sincérité et à votre refus de la démagogie, mais je vous ferai quand même remarquer que dans l'état actuel du droit, en matière d'aménagement de peine des délinquants, les parents des victimes ou les victimes eux-mêmes ne sont même pas avisés de la décision. Ça fait partie des choses qu'on pourrait améliorer. Ce qui est quand même assez invraisemblable. Ça fait partie des choses qu'on pourrait faire. Moi, pour que les choses soient claires, en particulier avec la salle, moi, c'est sur le droit d'appel que je suis réservé. Oui. Je ne suis pas du tout réservé sur l'élargissement du droit d'information. C'est d'ailleurs moi qui ai commencé à le faire en 2002. Ou de l'aspect consultatif peut-être des... Absolument. Monsieur le ministre, moi je rêverais évidemment de vous poser la question de savoir si vous pensez vraiment que la promotion du multiculturalisme nous mènerait à une identité heureuse dans le futur, mais restons... Ah non, mais permettez-moi de vous répondre, même si vous ne me posez pas la question. Alain Juppé n'est pas pour le développement du multiculturalisme, soyons clairs. Alors ne lui faisons pas dire des choses qu'il n'a jamais dites et qu'il ne pense pas. J'ai lu des choses sous la plume de M. Benoît Apparu qui font la promotion totale du multiculturalisme. Je ne lis pas tout Benoît Apparu, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'Alain Juppé, qui est mon ami depuis 40 ans, n'est pas du tout favorable au multiculturalisme. Eh bien, je vous en donne acte. Alors, sur par contre, la culture du traitement de la délinquance, vous avez bien voulu au moins critiquer implicitement le fait que sous la précédente mandature de la droite, on a procédé à des réductions de peine automatiques sur les peines de moins de 2 ans. Là où je vous suis moins et voudrais bien m'expliquer, y a-t-il vraiment une raison impérieuse qu'on réduise ou qu'on aménage la peine d'un récidiviste? Alors, il y a 2 choses différentes. Et comme avocat, vous le savez comme moi, il y a la réduction de peine et l'aménagement de peine. La réduction de peine, ça veut dire réduire la durée du séjour en prison. La réduction de peine, la position d'Alain Juppé est très claire, pas de réduction automatique, réduction possible sur proposition de la pénitentiaire avec le contrôle du juge. Bon, pourquoi faire? Pour faire en sorte que les gens se tiennent convenablement en prison, tout simplement. L'aménagement de peine, c'est autre chose. L'aménagement de peine, ça veut dire que quelqu'un est condamné à de la prison, et au lieu de faire de la prison, à un moment donné, on va le mettre sous bracelet électronique chez lui. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un est condamné à 1 an de prison, il commence par faire quelques mois, et puis au bout de quelques mois, on le met avec un bracelet électronique avec l'obligation de rester chez lui. C'est ça l'aménagement de peine. Et donc c'est là-dessus que nous proposons qu'il ne puisse y avoir aménagement de peine que si la condamnation est inférieure ou égale à 1 an pour tout un chacun, et à 6 mois si quelqu'un est récidiviste. C'est ça la position d'Alain Juppé. Voilà, c'est ça l'aménagement de peine pour que les choses soient précises. Et ça peut permettre effectivement alors, il peut y avoir d'autres aménagements de peine. Par exemple, si vous avez un garçon qui a la possibilité de trouver un job en fin de période de prison, et il peut être à ce moment-là libéré dans la semaine pour exercer son job qu'il a trouvé, et ça le juge vérifie, et il vient le week-end en prison. C'est ça un autre aménagement de peine pour faciliter ce passage qui est très important entre, j'ai été pendant 3 ans et demi responsable des prisons, je m'étais fait une règle d'en visiter 1 par mois pendant tout ce temps-là pour rester au contact de la réalité pénitentiaire. Il est très important que quelqu'un passe pas sec, comme on dit, de la prison à rien. C'est-à-dire qu'il sort, il sort, la porte claque derrière lui, il se retrouve avec son baluchon et il ne sait pas où aller. Donc c'est très important que les gens de la pénitentiaire qui y sont très attachés, parce qu'eux, ils vivent avec les détenus à longueur de temps, et donc ils les connaissent et souvent ils veulent les aider, et puis sous le contrôle des magistrats, on facilite cela pour éviter justement que le type se retrouve dans une situation telle qu'il va recommencer à faire des âneries. Là, je parle bien sûr de la délinquance classique, je ne parle pas du terrorisme. Alors,
deuxième question, Monsieur le Ministre, c'est par rapport au Conseil supérieur de la magistrature et sur les syndicats de magistrats. Vous n'avez effectivement pas montré que vous étiez dithyrambique sur l'actuelle composition du Conseil supérieur de la magistrature, et je me permets de vous rejoindre très modestement quand on pense qu'il a été incapable de se considérer comme compétent pour statuer sur les gens du syndicat de la magistrature qui avaient établi un certain mur. Ça montre quand même leur possibilité d'autocritique sur le corps lui-même. Mais alors, quelles seraient les propositions que vous feriez en la matière? Et d'autre part, quel est le regard du candidat Juppé aujourd'hui sur les syndicats de magistrats, compte tenu de leur degré de politisation ou d'idéologie? Alors, il y a deux sujets. Sur le syndicalisme à la magistrature, j'ai déjà eu l'occasion de répondre. Je pense que les magistrats ont le droit de se syndiquer, ils l'exercent. Bon, simplement, certains dérapent, clairement. C'est-à-dire que le syndicalisme, ça veut dire défendre les intérêts matériels d'une profession. Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir été en situation, c'est plutôt pratique pour le ministre d'avoir des interlocuteurs pour parler des problèmes matériels, de salaire, d'organisation, d'organisation de la carrière, etc. De même que dans un milieu qui, lui, n'était pas ouvert au syndicalisme, enfin ne l'est d'ailleurs toujours pas, qui est les armées, où on a créé des structures pour pouvoir parler avec les représentants des hommes et des sous-officiers. Et donc c'est important d'avoir ça. Par contre, ce qui est inadmissible, et là il faudra sans doute clarifier les choses sur le plan législatif, c'est que le syndicalisme débouche sur une politisation. Alors bien sûr, c'est toujours assez futé, c'est-à-dire qu'on parle des problèmes de la justice, donc ça fait partie de la profession, sauf qu'à un moment donné, ce n'est pas les problèmes de la justice dont on parle, c'est de la politique menée par le gouvernement et une majorité que l'on critique. Et là, il y a un dérapage. Deuxièmement, sur le Conseil supérieur de la magistrature, il y a des choses qui existent et on peut y réfléchir. On n'a pas été jusqu'à ce niveau de détail sur la modification du Conseil supérieur, mais il y a un certain nombre de professions dans ce pays qui sont organisées et qui sont contrôlées avec une structure de régulation. Eh bien, jamais les professionnels ne sont majoritaires dans ces structures de régulation, et il y a toujours des personnalités extérieures, considérées comme des personnalités indépendantes et capables de juger de ce qui doit être fait, et qui sont à la tête de ces structures, d'où ce que j'avais évoqué tout à l'heure, avec peut-être une présidence qui ne soit pas professionnelle. On est passé directement, pour ceux qui ne le savent pas, je dis ça pour la salle en particulier, autrefois c'était le président de la République qui était président du Conseil supérieur de la magistrature, et dans les faits c'était le garde des Sceaux. Moi j'ai présidé, à l'époque c'était encore comme ça. Et puis il y a eu une réforme, alors elle a été faite par un autre président, pas l'actuel, hein, bon, voilà, qui a donné la présidence du CSM à des magistrats. Bon, c'est Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer. Bon, je pense que ça a été une erreur. Merci, monsieur le porte-parole. Mon général, vos questions? Oui, monsieur le ministre, il ne vous a pas échappé, à Alain Juppé, à toute son équipe, à vous-même, que dans notre pays actuellement, nous avons un certain nombre de zones, de quartiers qui nous posent de graves difficultés et dans lesquels parfois les forces de police et de gendarmerie ont de la peine à faire respecter l'ordre. La question que je voudrais vous poser avec un petit tiroir, c'est quelles sont les mesures immédiates que Alain Juppé pourrait prendre afin que l'autorité de l'État, la paix et la tranquillité publique, la légalité républicaine puissent être durablement restaurées dans ces quartiers. Et par ailleurs, est-ce qu'il est prêt à prendre des mesures pour que l'on fasse en sorte que ce soit les professionnels les plus expérimentés qui soient affectés dans ces zones? Et est-ce qu'il est prêt, là aussi, à affronter les syndicats pour que les choses soient mises dans l'ordre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Première question, les mesures d'urgence, c'est vraiment la mise en place le plus vite possible des recrutements. Alors certains sont en cours, c'est vrai qu'il faut le temps de former les gens, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a une crise en ce moment, c'est que les effectifs ne sont pas arrivés, ils sont annoncés mais pas arrivés, et donc il faudra là aussi faire très vite. C'est pourquoi il faut avoir un programme à 5 ans pour que les effectifs arrivent et qu'en sécurité publique, les gens soient renforcés, puisque c'est la sécurité publique qui, pour l'essentiel, assure la présence dans ces quartiers difficiles. D'ailleurs, une des explications de la crise actuelle, elle tient au fait que depuis la montée du terrorisme,
les forces mobiles ont été retirées des quartiers difficiles. Et toute la charge de la sécurité de ces quartiers repose maintenant exclusivement sur ce qu'on appelle la sécurité publique, c'est-à-dire les commissariats de police. Alors que dans les années passées, c'est vrai que les compagnies de CRS et les gendarmes mobiles allaient aussi dans ces quartiers et soulageaient la pression que subissent les policiers des commissariats. C'est une des raisons de la crise actuelle. Donc là il faut... Mais il faut aussi que la gestion de l'État soit telle que on ne soit pas obligé de mettre la police et la gendarmerie au four et au moulin. Enfin, nous avons tous été scandalisés de voir la façon dont on traînait un certain nombre de manifestations dans Paris qui occupaient des forces de police vraiment dans des conditions qui étaient invraisemblables, alors qu'on était en état d'urgence et que ces forces de police auraient été quand même mieux en situation de surveillance dans les quartiers difficiles. Donc les effectifs, le renforcement des moyens matériels, bon, il y a des choses qui ont commencé, mais il faudra accélérer énormément les choses. Et puis, je pense que l'utilisation des réserves, qu'on a évoquées tout à l'heure à travers une autre question, aussi bien réserves de police que réserves de gendarmerie, qui peuvent nous donner des moyens pour augmenter rapidement les effectifs sans attendre la sortie des écoles. Votre deuxième, le tiroir, c'était sur... j'ai oublié. C'est les personnels, la qualité des personnels les plus expérimentés dans les zones les plus compliquées. Oui, ben, ce qu'il faut, c'est arriver. Alors, c'est très difficile, je ne veux pas. Bon, on ne veut pas embêter tout le monde avec ça. Ce qui est important, c'est que les gens expérimentés puissent aller dans les quartiers difficiles. Sauf que les gens expérimentés, en général, ils ont souvent envie de revenir dans leur région d'origine, ce qui n'est pas la même chose. Et, bon, et les régions d'origine sont souvent avec des façons de parler du Sud. Donc on commence sa carrière en région parisienne et puis on la termine là où on est né, dans des départements effectivement plus ensoleillés, plus sympathiques. Alors le problème, c'est que quand on veut changer, il n'y a qu'une façon de changer. C'est l'intéressement financier. Pas se raconter des blagues. Il faut qu'on survalorise un certain nombre de postes à risque et de postes difficiles. C'est la même chose à l'éducation nationale d'ailleurs. Mais vous savez, un des grands maux de l'État français, de notre administration, c'est qu'en termes de gestion des ressources humaines, on est totalement nul. Totalement nul. Et faire ce travail de valorisation des postes difficiles, ça me paraît tout à fait indispensable. Et si ça se fait de cette façon-là, je suis convaincu, on ne convaincra peut-être pas les syndicats, mais ce ne sera pas un blocage absolu. Merci, monsieur le porte-parole. Thibault de Montbrial, est-ce que vous voulez poser une dernière question ? Moi, vous savez, j'en ai toujours plein de questions, mais peut-être que mes petits camarades... Non, moi, c'est une question sur on parle beaucoup, vous avez été garde des Sceaux, on parle beaucoup de l'indépendance du parquet, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Quelle est aujourd'hui votre position sur le sujet ? Oh, écoutez, c'est un sujet, bon, on pourrait en parler pendant longtemps. Il y a une pratique qui est que maintenant, le garde des Sceaux fait des propositions et il ne nomme que lorsque l'avis du Conseil supérieur, section parquet, est favorable. Je pense qu'il y a un consensus national là-dessus. Bon, alors moi j'avais un sale caractère, je ne sais pas si ça a évolué, mais quand j'étais garde des Sceaux, je faisais exprès dans toutes les comment on appelle ça, les transparences, dans toutes les vagues de domination, je faisais exprès de nommer quelqu'un qui n'avait pas l'avis conforme, pour garder le droit de le faire. Bon, Jacques Chirac a bien voulu me laisser faire, ça l'agaçait quelquefois, je dois dire, ça irritait énormément les magistrats, l'avocat général, mais je voulais garder ce droit. Bon, j'étais convaincu que c'était important. Vous savez, en matière de justice, je veux simplement dire à certains magistrats qui ont une vision, je pense, un peu dépassée des choses, c'est que la magistrature, elle doit vraiment rester en phase, la justice, elle doit être en phase avec la société. Elle doit comprendre les enjeux. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui le disais, c'était quelqu'un de très célèbre, pas forcément bien célèbre, Lénine, mais le peuple a toujours raison. Et donc il faut faire attention qu'à un moment donné, il ne s'irrite pas de manière excessive devant des attitudes totalement incompréhensibles. Donc il est très important, bien sûr, de protéger la décision, les conditions de travail des magistrats, et je suis vraiment un défenseur de l'indépendance de la magistrature. Mais je dis simplement aux magistrats, pour qui j'ai beaucoup d'estime, attention, prenez bien en compte
ce qu'est la réalité de la société française aujourd'hui et ne vous mettez pas en porte-à-faux par rapport à elle, parce que ce sera la justice elle-même qui, à ce moment-là, sera mise en cause. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, du temps que vous nous avez consacré Je aujourd'hui. vous en prie. Nous avons été très heureux et honorés de votre présence et nous vous chargeons de transmettre voilà, tous nos vœux à votre candidat Alain Juppé pour la poursuite de sa campagne. Merci. beaucoup. Au revoir.